par ses proches. Hilaire Maïch est un entrepreneur et coach en développement personnel, en communication et en profilage. Hilaire, c'est une figure incontournable dans les domaines de la communication stratégique et du leadership. Il faut signaler qu'il est vraiment chrétien. Il place la foi et les valeurs spirituelles au cœur de son engagement personnel et professionnel. Il se considère comme un étudiant de vie, à vie alors, parce qu'il est persuadé que chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir, que ce soit à travers les événements de la vie ou les rencontres avec autrui. Alors, son parcours académique est très solide, marqué par un master en communication stratégique des organisations, obtenu à l'Université catholique La Sampiesia, nous sommes à Goma, une université dans laquelle il travaille aujourd'hui en tant que directeur de communication et assistant. Et il a également une licence en communication des organisations à l'Université de Goma, Unigom, qui lui confère une expertise avérée dans son domaine. Alors, il faut préciser qu'il est fort de plus d'une décennie d'expérience. Il a su allier son savoir théorique à une pratique dynamique en occupant diverses fonctions stratégiques, comme je l'ai dit, commençant par la direction de la cellule de communication à l'université à La Sampiesia et ancien secrétaire académique de la faculté des sciences de l'information et de la communication. Il met son expertise au service des institutions et des individus en quête d'excellence en communication. Alors, on va clamer très fort pour Hilaire. Hilaire, bonjour et bienvenue pour une seconde fois sur Zonard Télévision. Merci, Calmer. Ah voilà, je présente toute l'équipe. Peut-être que vous connaissez certains. Assuré. Ah ouais. Le Guilain, comme Guilain. Guilain, ça va? Ouais, ça va. Ah, t'as vu Hilaire, hein? Ouais. Vous... ah, ok. Ah, d'accord. Vous n'avez pas grandi ensemble, quelque chose? Non. Ah. On n'a pas grandi ensemble. Ah. Moi, Comment tu l'as connu? Un de ces jours, il a eu à être président du mariage d'un ami à la personne de Jean-Marc avec sa femme Emmanuela. Et dès là, on était ensemble. Mais aussi, c'est évident que Hilaire, il est personne publique. Bon, c'est normal qu'il ne connaisse pas tout le monde, mais au moins, peut-être presque tout le monde peut avoir l'idée sur Hilaire par rapport à ses œuvres. D'accord. Ah, ok. Ouais, je présente Guilain, c'est notre ami qui connaît tout le monde. Merci bien. Lui connaît tout le monde en vrai. Voilà. Fanny, comment vous avez connu Hilaire? Moi, je connais Hilaire depuis bien longtemps. Je ne me rappelle pas de l'année, mais c'est vraiment personnel. La connaissance était loin de la profession. Ah, ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, très content de vous recevoir, Hilaire. Alors, vraiment, on va parler vraiment de vous aujourd'hui, beaucoup plus ce que vous faites exactement. Et c'est pas, je voulais savoir juste vraiment quelque chose qui a forgé votre caractère, ou carrément un moment clé de votre jeunesse, qui était comme l'élément déclencheur de ce que vous êtes aujourd'hui. Ok, alors il y a plusieurs choses à la fois. Mais je dois dire que c'est beaucoup plus un moment de doute, un moment de peur, un moment d'inquiétude que j'ai connu étant encore à l'école secondaire. Et déjà, je précise que j'étais danseur à la base. J'étais danseur et donc... À l'église ou... Non, j'étais danseur, je faisais du R&B, hip-hop et rock. Ok. Du coup, c'est cela en fait qui m'a mis sur la scène pour la première fois de ma vie. Et il faut avouer que dans cet univers, j'adore vraiment la danse. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'ai perdu la main, mais j'aime bien la danse. Okay. Et il y a quand même beaucoup de personnes pas trop recommandables dans cet univers. Quoique, il y en a qui font la danse de manière professionnelle, qui respectent ce qu'ils font. Et j'apprécie beaucoup de danseurs qui font ça comme profession et qui respectent et qui font respecter leur travail. Et j'ai pas eu la chance de ne rencontrer que des personnes recommandables. Et donc, c'était un moment de ma vie où il fallait à tout prix se considérer comme étant sorti d'une certaine zone et où il fallait s'affirmer. Étant encore trop jeune à l'époque, j'ai commencé à boire, je commençais à fumer, un peu trop même.
Et ça m'a coûté, je crois, beaucoup de réprimandes déjà en famille et tout, jusqu'à ce qu'un jour, je puisse avoir une sorte de déclic. C'était, je me rappelle au deuil du papa d'un ami. Cet ami-là aussi vient de nous quitter, paix à son âme, Raoul Songa, maître Raoul, que nous avons enterré récemment. Le jour où son papa est décédé, j'étais au deuil, et le soir, quand j'étais au deuil, c'était une sorte de prise de conscience. Je ne sais pas c'était comment, mais ce qui est sûr, j'avais beaucoup bu, beaucoup trop. Et après, je me dis, le lendemain, il fallait que j'aille à l'école. J'étais encore à l'école secondaire, je crois en 3e ou en 2e année, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était une sorte de déclic. Voir l'incapacité que j'avais à pouvoir me lever le matin pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir affronter peut-être mes amis, tellement personne ne le savait, en tout cas dans mon cercle un peu plus éloigné. Et ma famille, personne pratiquement ne le savait. Ok. Et pour moi, c'était une certaine confrontation de moi face à moi-même. Et je crois que c'était le déclic où j'ai essayé de prendre conscience. À l'époque, j'ai commencé à combiner aussi le débat. Je faisais le débat pendant une longue période. Et c'est là qu'est née l'idée de pouvoir créer une organisation pour que le jeune puisse avoir une occupation. Mon père, il me disait toujours, l'ange gardien de la jeunesse, c'est le travail. Et donc, il fallait que l'on ait une occupation pour pouvoir avoir où on va passer notre temps en train de partager des valeurs qui nous grandissent. Et c'est à cette période que j'ai créé le Gargi, qui existe jusqu'aujourd'hui. Et tout est parti du Gargi, je crois. Et voilà pour la petite histoire. Alors, vous avez lancé récemment une chaîne YouTube où vous parlez de la motivation, mais on a tendance de voir que vous vous concentrez, vous orientez votre message beaucoup plus à la jeunesse, par là même de l'éveil de la jeunesse. La grande question, vous êtes revenu sur l'art d'être, soit une question rhétorique que vous êtes posée, es-tu prêt, va à ta rencontre, et voilà, pourquoi vous avez choisi comme champ de bataille c'est cette question au sein de la jeunesse, sachant que ce n'est pas la seule partie de la croissance qui est en difficulté aujourd'hui. Alors, je dirais pas que mon message s'adresse spécialement aux jeunes. Mon message, il essaye d'être un peu intergénérationnel, si je peux le dire ainsi. Et moi-même, je m'identifie dans ces messages. En fait, c'est pas que des messages pour ceux qui sont en train de consommer mon contenu. C'est un message pour moi-même, à la base, et aussi un message pour ceux qui se sentiraient concernés, qui se retrouveraient dans le message, en fait. Et j'en parle puisque je suis persuadé, c'est pas qu'une production de contenu, c'est une conviction profonde de moi. Je suis convaincu, en fait, que c'est une nécessité, que l'on devrait en parler, que parfois on vit mais pas en phase avec ses valeurs, parfois on ne se connaît pas. Et quand on prend la peine d'aller chacun à sa rencontre, je crois qu'on se découvre et on apprend beaucoup plus sur nous-mêmes. On passe tout notre temps en train d'essayer d'apprendre des choses, apprendre, je ne sais pas moi, différentes matières, apprendre, je ne sais pas moi, les rencontres interpersonnelles, apprendre sur autre chose, et on oublie le plus grand projet de notre vie, nous-mêmes. Et donc je crois que mon plus grand projet, c'est de pouvoir faire en sorte que je puisse travailler sur moi-même, qui est mon plus grand projet, et que je puisse arriver à faire comprendre aux gens que c'est très important. Quand le projet nous-mêmes est assis et stable, il peut travailler sur d'autres projets extérieurs et être épanoui dans ces projets-là, plutôt que d'être frustré dedans. Et voilà, d'une idée qui était, ou carrément d'une vision personnelle, un positionnement public. Comment est-ce que ça s'est passé? Pardon? Une idée personnelle, une vision personnelle à un positionnement public ou à une vision alors qui peut concerner tout le monde. Pourquoi tu voulais pas juste rester dans ton univers, mais à un certain moment tu t'es dit, je dois m'ouvrir au public et montrer peut-être à d'autres jeunes qu'il faut ceci ou cela pour progresser dans la vie? Merci beaucoup, merci Calvin. Encore une fois, je crois que je suis convaincu en fait que faisant la communication, ce n'est pas en faisant de longs discours que je peux arriver à me faire comprendre. Pas du tout. Je ne suis pas non plus motivateur. Il y a quelqu'un qui m'a fait une blague qui me dit, on ne peut pas parler de motivateur aujourd'hui, la vie elle-même à Goma est une grande motivation.
Et je me dis, oui, bah, bien sûr, c'était une blague, mais c'est vrai, en fait. À côté, je ne peux pas me dire, je dois faire des leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons. Déjà que moi-même, ma vie, peut-être qu'il y a certaines personnes qui la regardent et qui disent, attends, ça laisse à désirer, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'il fasse. Je suis convaincu de cela. Je suis convaincu que j'ai des manques, je suis convaincu que j'ai des zones qu'il faudrait que j'améliore. Je travaille sur moi tous les jours. Et Dieu merci, ça avance en tout cas très bien. Je rencontre des difficultés, je suis très fier de ces difficultés. J'essaie pas de les fuir, je les affronte, j'apprends de ces difficultés-là tous les jours. Et donc, j'ai commencé au début, comme je disais, la communication la mieux indiquée pour les autres, c'est la communication pour le changement de comportement. Du coup, je suis convaincu que mon entourage à moi, je commence par essayer de vivre ce que je voudrais prêcher. Je commence par vivre ce que je voudrais essayer de partager aux autres. S'il y a quelqu'un qui me dit, Hilaire, comment tu arrives à faire ça? Comment tu arrives à faire ceci, cela? Ok, d'accord, on partage. Et j'ai fait cela pendant très longtemps, très longtemps. Comme je vous ai parlé du Gargi, c'était pratiquement l'endroit où l'on se rencontrait, où l'on travaillait, où on se challengeait avec des jeunes très dynamiques. Aujourd'hui, je vois ce qu'ils sont en train de faire de leur vie, de leur réalisation et tout. On a formé plus de 5000 jeunes sur l'étendue du territoire national. Et chacun aujourd'hui, pour la plupart, ils sont positionnés dans des postes stratégiques. Ils sont, je ne sais pas moi, en train parfois d'entreprendre. Ils sont en mouvement. Et je regarde ça, je me dis, c'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu. Important. C'est pas Guilla? Il y a une question? Oui, bon, en fait, comme il est communicateur, je me rappelle, c'était dans une formation où il était en train d'intervenir sur comment chasser la peur quand on doit intervenir en public. Alors moi, j'aimerais savoir, la communication d'abord en elle-même, c'est un art. Il y a une différence entre ce qu'on veut transmettre, ce qu'on connaît et qu'on veut transmettre, mais il y a aussi de ces choses qu'on ne connaît pas, mais on veut aussi les transmettre. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces deux sortes de communication, tout en ayant aussi la peur? Ok. Ce qu'on connaît et que l'on voudrait transmettre, ce que l'on ne connaît pas et que l'on voudrait transmettre. Je commence par la deuxième hypothèse, qui est impossible pour moi. Je trouve que c'est impossible, je m'explique. Dans l'univers communicationnel, on ne communique que sur ce qui fait partie de notre univers de connaissances. C'est-à-dire, je ne peux pas communiquer sur quelque chose qui ne fait pas partie de mon univers de connaissances. Et mon univers de connaissances ne se limite pas à la cognition, à la capacité cognitive, à ce que je sais, ce que j'ai lu et tout. Ça va au-delà, dans le cadre de nos mémoires différentes. Nous avons une mémoire visuelle. Je ne peux pas parler de quelque chose que j'ai jamais vu. Je peux pas parler. Ce que j'ai jamais vu ne fait pas partie de mon univers de connaissances. Et je le dis souvent dans mes différentes formations. Si je donne par exemple à M. Itegua une pizza et que je le bande les yeux, il va manger, juste à toucher la forme, à la forme il va se dire, ça c'est une pizza. Par son univers de connaissances tactile. Il a déjà touché à une pizza et donc il saurait reconnaître une pizza au toucher. Et quand il mange, il peut dire, c'est une pizza faite aux saucisses. Parce qu'il a déjà mangé une pizza autrement, faite aux saucisses, et donc dans son univers de connaissances, dans sa mémoire gustative, cette donnée est enregistrée. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, ce serait différent de si je bandais les yeux à mon frère. Le prénom c'est Alphonse. Monsieur Alphonse. Je bande les yeux à Monsieur Alphonse. Maintenant, mon fanisi en Dagara, maintenant mon Patia, s'il n'a jamais pris de Dagara, il ne va pas se retrouver en fait. Parce que cette donnée n'est pas enregistrée dans son univers de connaissances, que ce soit gustative, olfactive, auditive, visuelle ou tactile. Et donc, communiquer sur quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est impossible. Puisque déjà, cette donnée n'existe pas pour nous, dans notre univers de connaissances. Et donc, on ne peut communiquer que sur ce qu'on connaît. Du coup, la question, c'est, est-ce qu'on fait un effort pour essayer d'apprendre tous les jours? C'est en apprenant beaucoup, en accumulant beaucoup de données, que l'on enrichit notre univers de connaissances et que l'on peut avoir sur quoi communiquer. Dans le cas contraire, on peut se dire que l'on est timide, mais après, ce n'est pas de la timidité. Je suis très à l'aise là parce que je suis en train de parler d'un domaine que je me dis maîtriser, mais ce serait différent si on était en train de parler médecine. Je serais très timide. Parce que des données médicales ne sont pas enregistrées dans mon univers de connaissances. Du coup, je n'aurai pas sur quoi communiquer. Et ça fait toute la différence. Voilà. C'est là où j'ai répondu sur sa question, l'intervention de la peur. Il arrive des fois que vous avez toutes ces données ancrées dans votre subconscient. Conscience et subconscient, mais vous vous sentez déprimé devant les gens qui sont là. Vous dites, bon voilà, je sais pas par où commencer. Je connais même pas à quel connecteur logique utiliser pour introduire ou peut-être pour développer. Est-ce que ça arrive aussi des fois?
À moi-même, ça arrive très souvent, très souvent. Même quand je suis entré ici, heureusement que je vous l'ai dit, ça fout un peu le jeton. Ça fait peur, en fait, de rencontrer des personnes qui sont assises. On ne sait pas de quoi on va parler de manière exacte, puisque on se laisse aller un tout petit peu. Et je dis toujours dans mes formations, avoir peur de parler en public, c'est normal. Le jour où vous aurez une communication à faire en public et vous vous sentez au fond de vous que vous n'avez pas peur, ce n'est pas normal. C'est cela qui n'est pas normal. Et donc, soit que vous n'êtes pas normal au fond, soit que ce sur quoi vous allez communiquer ne vaut pas la peine et n'a pas de sens. Du coup, vous ne vous demandez pas à vous d'être à la hauteur. Et quand on s'exige d'être à la hauteur, ça fout le jeton, ça fout le trac. Et on se dit, on a peur que l'on nous évalue non respectable, non intelligent, on ne maîtrise pas trop son sujet, on a le trac, ils vont le remarquer. C'est cela en fait qui nous prend. Et donc dans les différentes formations, je ne dis pas vous allez quitter la formation et n'ayant plus peur de parler en public, non, c'est faux. Mais on va apprendre à dire à Madame la peur, désolé, mais j'ai un travail à faire, attends-moi un tout petit peu, je vais faire le travail, après je reviens pour qu'on continue notre route. Voilà. Et c'est ça même la question, comment combattre alors cette peur? C'est toute une formation, cette formation ici. Et donc, il y a quand même des techniques de capacitar, il y a des techniques de brise-glace qui sont tellement simples, mais le secret que moi-même je me dis à moi-même, l'autre fois j'avais annoncé un livre à paraître, j'avais parlé de communication, et puis l'algorithme de la communication, mais ce ne sont pas les deux qui vont sortir en premier malheureusement. En août, je vais sortir mon premier livre, mais ça ne sera pas dans les deux, ça sera d'abord dans le cadre de développement personnel, et puis les autres vont suivre, parce que c'est quand même des livres très anciens. Et donc, il y a des techniques brise-glace, et moi je recommande la meilleure technique, c'est de se dire, il n'y a pas de police derrière moi. Si je commets des erreurs, ça ne sera pas la fin du monde. Il y a d'autres personnes qui ont fait pire que moi avant. Il y a d'autres qui feront pire que moi après. Et donc, j'apprends en faisant. Vous êtes libre. Le plus important, ce n'est pas de parler, c'est pas moi comme qui, je sais pas moi de faire, je ne sais pas quoi. C'est de se sentir libre. Voilà. Libre de pouvoir parler. Parce qu'il y en a certains, j'ai même publié récemment une vidéo d'une petite séquence d'une de formation que j'ai eue dans le cadre de la communication et prise de parole en public. Il y a certaines personnes qui ont du mal à faire un avec leur corps, à prendre possession de leur corps. Du coup, quand elles sont en train de parler, elles sont trop lestes. C'est-à-dire, elles font beaucoup de mouvements et parfois des mouvements incontrôlés parce qu'elles ne contrôlent pas leur corps. Il faudrait arriver à un moment où, si je veux te regarder de manière très fixée, que je le fasse parce que je le veux. Si je veux lever ma main gauche ou ma main droite, si je veux avancer, je veux reculer, je le fais parce que je le veux, je décide de le faire. Pas parce que je n'arrive plus à contrôler mon corps. Et donc, c'est aussi des exercices à faire. Et ça se travaille. Bien sûr. Ouais. Oui, Fanny? Oui, je félicite d'abord M. Hilaire Maïché pour ce qu'il fait. Il le fait souvent pour la jeunesse. Je te félicite vraiment pour ça. Mais je voulais d'abord poser ma première question par rapport à Gargi. Pourquoi créer Gargi et vous n'êtes pas vraiment actif ces derniers temps dans ce projet? C'est une organisation, je pense. Vous pouvez d'abord répondre à ça. Ah, d'accord. Je suis actif au Gargi. J'ai commencé avec des amis, on a commencé le Gargi en 2010. Ok. Et on a travaillé pendant très longtemps, très longtemps avec le Gargi. On a pris notre temps pour préparer une relève. Et donc, il y a eu une classe qui nous a relevé déjà à partir de 2016. Et cette classe qui a aussi été relevée en 2018, une autre qui a été relevée en 2020 et vice-versa. Aujourd'hui, je suis président du conseil d'administration et donc je siège au conseil d'administration et il y a la coordination qui gère les activités quotidiennes, la partie opérationnelle de l'organisation. Et donc, je suis très actif, mais je suis dans les coulisses. Parlons de vos formations. Vous pouvez essayer de nous parler de modalités pour participer à vos différentes formations et comment vous gérez les étudiants à l'université, surtout du domaine de la communication, pour qu'eux aussi puissent profiter de vos connaissances, loin d'être assistants d'abord, mais les former d'abord. Merci, merci. Alors, les modalités par rapport à nos formations, j'en parle très souvent sur mes différents réseaux. C'est question de, quand vous sollicitez un accompagnement,
vous nous écrivez en DM, et à partir de là, quand vous avez pris la peine de nous écrire en DM, ça signifie que vous êtes vraiment intéressé. Et donc là, nous vous partageons le numéro sur lequel vous pouvez nous contacter, qui nous permet de trier ceux qui veulent faire la formation, qui veulent être accompagnés, et ceux qui veulent tout simplement parler ou échanger et tout ça. Et donc nous communiquons le numéro, disons, vous nous écrivez en DM, après nous vous partageons le contact pour que nous puissions faire le programme en privé sur WhatsApp. Et c'est avec ce numéro que nous avons notre premier appel qui est gratuit, que l'on appelle la séance découverte. Dans la séance découverte, on essaie d'échanger, on prend contact et on essaie de savoir pourquoi vous voulez nous contacter, pourquoi vous avez besoin d'être accompagné. Et si je trouve que c'est dans mes cordes, alors on fait un programme. Et chaque programme a un tarif. Si je trouve que c'est pas dans mes cordes, alors je vous recommande à quelqu'un qui est spécialisé dans ce que vous recherchez comme formation, qui pourrait vous accompagner. C'est comme cela que ça se passe. Voilà. Ok. Alors, et ma deuxième question, pour la gestion des étudiants, je crois, j'ai fini par comprendre, Dieu merci, que c'est avant tout mes partenaires. Et j'apprends beaucoup de mes étudiants. Je pèse mes mots. Même à eux, quand je le dis, ils n'y croient pas, je sais. Mais j'apprends beaucoup de mes étudiants. Du coup, j'essaye d'être avec eux, de ne pas n'être que leur enseignant. Que je sois leur aîné qui leur donne l'oreille pour les écouter et qui pourrait les aider au cas où ils auraient besoin de poser certaines questions et vice-versa. Puisqu'on est dans deux générations pratiquement et on a besoin de savoir chacun ce qui se passe dans l'autre génération pour que nous puissions avancer ensemble, surtout quand on fait la communication. Voilà, c'est cela. Voilà, alors ingénieur, vous intervenez souvent en public aussi, d'ailleurs à l'université et tout. Ça vous arrive parfois aussi d'avoir cette peur d'intervenir ou carrément de transmettre une matière que d'abord vous ne comprenez pas vous personnellement? D'abord, un ingénieur n'a jamais eu peur. Pour commencer. Jamais, surtout nous, les ingénieurs civils en tout cas. Nous avons d'abord du mal à s'exprimer, mais cela ne nous empêche pas de s'exprimer. On parle quand même. C'est ça notre problème. Et donc, il arrive des fois qu'on ait peur justement, mais on voit par quel moyen de passer à la peur et passer à l'action. Et donc, c'est tout à fait normal, comme l'a dit M. Hilaire, d'avoir peur, mais on doit quand même voir comment surpasser cette peur et passer à l'action. J'aimerais peut-être poser une petite question de curiosité à notre invité. Parlant toujours des étudiants, vous êtes formateur. Vous êtes formateur et vous êtes encore assistant. Donc c'est comme quelqu'un qui dirait cycle court et cycle long. Maintenant, si un étudiant qui est venu étudier et vous découvrez et dire que non, moi je ne veux plus étudier, je vais plutôt faire la formation. Comment vous faites pour essayer de recadrer cet étudiant? Recadrer, c'est peut-être fort dit, mais l'étudiant n'a pas le choix entre la formation que je propose et la matière qu'il a à l'université. C'est pas sur la même pied, mais il y en a qui me découvrent, comme vous avez dit, et qui sollicitent un accompagnement individualisé sur une question bien précise. Et pour eux, ils suivent aussi la même procédure. Parce que c'est quand vous nous écrivez sur WhatsApp avec toute mon équipe, c'est là maintenant que l'on essaie de savoir comment on va organiser un programme pour telle personne, comment on va l'accompagner, la personne a besoin de quoi et tout. Et il y a un grand besoin, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui écrivent, beaucoup de personnes qui sollicitent cet accompagnement, mais après il y a certaines personnes qui seront un peu limitées parce que elles ont encore du mal à pouvoir payer pour pouvoir être accompagnées. Il y a d'autres qui attendent pour que quand nous organisons des formations grand public ou avec en présentiel pour pouvoir se joindre au groupe là et le coût est vraiment baissé pour pouvoir participer aux formations. Et moi ça me fait plaisir quand je vois certains étudiants qui font ça, qui participent, qui sont enthousiastes à l'idée et voilà quoi. Un étudiant fait 5 ans à l'université, premier cycle et puis master, et l'autre fait 3 mois ou 6 mois de formation. Lesquels est plus performant selon vous?
Formation en quoi déjà? Communication, vous êtes formateur en communication, c'est que je... Justement. Ouais. Je tiens à préciser que ça ne remplace pas, comme je venais de le dire, la formation que je propose ne remplace pas ou n'équivaut pas à ce que l'étudiant a à l'université. À l'université, vous êtes formé en communication. Mais dans la communication que je propose comme formation, il y a des branches. Il y a certaines personnes qui viennent, ou certaines organisations qui viennent pour la formation, mais qui sollicitent une formation en communication digitale, tout simplement. Okay. Et donc là, on leur accompagne en communication digitale. Il y a certaines personnes qui vont venir solliciter la formation en communication, mais que en branding. Il y a d'autres qui vont venir, mais pour solliciter la communication et prise de parole en public. Ça fait qu'on parle de la communication, mais on ne parle pas de la communication de manière générale comme ce que nous avons à l'université. Et c'est donc, il n'y a pas photo. C'est deux choses très différentes. L'étudiant, il a sa formation, et puis je n'organise pas des formations sur 3 mois, sur 6 mois, non. C'est des programmes d'accompagnement individualisés que l'on arrête selon le besoin de la personne qui demande et selon les exigences de ce que la personne demande. On se convient sur un programme, on se convient sur des défis et on se lance. D'accord. Merci. Joe? Merci pour la question et merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Hilaire. Je voulais commencer peut-être pour suivre avec la chambre d'ingénieur. Je voulais savoir, quand vous venez de dire que vous organisez des formations selon le besoin, alors moi j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes fort en tout, donc tout ce qui cadre avec la communication, il faut vous chercher ou soit on doit d'abord vous distinguer. La deuxième question, genre préoccupation, vu que nous sommes dans une zone caractérisée par des conflits, j'aimerais savoir comment est-ce que vous utilisez vos compétences alors des communications pour genre aboutir peut-être à une solution, parce que la question de sécurité concerne presque tout le monde. Mais aussi je voulais savoir quelle catégorie de personnes vous encadrez concrètement, parce que certes, il y a des gens qui aiment la communication, tout et font des formations et deviennent soit meilleurs en communication, mais qui n'ont pas fait la communication. C'est quoi la catégorie des personnes que vous encadrez? Merci beaucoup, merci. Déjà, je ne suis pas fort en tout en ce qui concerne la communication. Je crois dans la dernière émission que j'ai faite avec M. Moïse, je suis revenu sur cette dimension. Nous sommes tous dans l'univers de la communication, mais chacun il a un focus. Par exemple, là, tout de suite, on est en train de parler de communication, mais il y a mon frère Calvin qui a une expérience par rapport à la gestion de son audience que je n'ai pas. Parce qu'il est ancien dedans, il est en train de le faire et c'est en train de porter de fruits. Du coup, si j'ai besoin de pouvoir accompagner quelqu'un dans ce sens, ou moi-même j'ai besoin d'avoir des résultats dans ce sens, je viens le voir pour lui dire comment tu fais, comment tu arrives à avoir des résultats avec ceci. Parce qu'il fait de la com et il a une certaine particularité. On est en train de parler des Zonars. Zonars, c'est tout un projet de com et qui est différent des projets que moi-même j'entreprends. Du coup, chacun, on est sur la communication, mais avec chacun une certaine portion de spécialité où il essaye de plus créer, s'outiller pour pouvoir accompagner de gens. Et donc, je ne maîtrise pas tout. Je me fais aussi accompagner également. Alors, votre particularité? Voilà. Ma particularité, c'est un peu aussi varié, je précise. J'ai commencé ma formation en communication pour le développement au premier cycle. J'ai poursuivi en communication stratégique des organisations en licence. Ma maîtrise, je l'ai faite en communication stratégique des organisations, mais appliquée à l'analyse des récits narratifs, dans la construction des récits narratifs. Et mon projet de thèse, je suis en train de vouloir faire ma thèse, c'est beaucoup plus sur la construction de l'industrie cinématographique, parce que je suis convaincu que la dimension du soft power, c'est le pouvoir actuel qui essaye de faire passer, de faire changer les opinions publiques. Et étant convaincu de cela, je voudrais apprendre encore et essayer un tout petit peu de me spécialiser dans ce sens. Mais la partie art oratoire, c'est à la fois une combinaison de la communication que j'ai apprise à l'université et tout le temps que j'ai passé en train de jouer au théâtre et de faire des ateliers d'art oratoire pour essayer de combiner et comprendre que la communication ne se limite pas aux théories livresques. Il y a également une partie où il faut comprendre l'humain, il faut comprendre le acting pour arriver à se dire
d'accord, je peux accompagner quelqu'un pour pouvoir faire son art oratoire, parce que ça ne se limite pas qu'au livre. Et il y a tout cela qui entre en compte, et donc je fais de la com de manière générale. Et avec mon équipe, j'ai une équipe très 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 bonne, et chacun a une certaine particularité, et on sait comment on accompagne ceux qui viennent vers nous. La dernière question, c'était celle de savoir... Deuxième, je dirais. La deuxième question. Par rapport à cette situation et tout. Comment est-ce que vous utilisez vos compétences des communications, genre pour contribuer également à la paix, tout et tout, vu que nous sommes dans une zone caractérisée par des conflits. Voilà. Alors, c'est une très très bonne question. Merci beaucoup. Vous avez insisté par le fait de rappeler que ça nous concerne tous. Et je suis également convaincu que je n'ai pas besoin de faire du populisme pour que tout le monde se dise que je travaille sur la question des conflits chez nous. Et je suis également convaincu d'une théorie que un artiste congolais, le fameux Youssoufa, propose, de pouvoir toucher 3 personnes qui pourront toucher 3 personnes, qui pourront toucher 3 personnes, et ainsi de suite. Et donc je suis convaincu que moi je commence par la partie des gens avec lesquels je passe la plupart du temps, et après je parle avec d'autres personnes, et elles aussi parlent avec d'autres personnes. Et actuellement il y a quelque chose comme un slogan que je suis en train d'utiliser depuis un bon moment: Aman et Aman. C'est-à-dire on se salue juste comme ça, mais il y a une personne qui a été curieuse qui me dit: ça veut dire quoi justement Aman et Aman? Je dis rien de particulier, à part que je viens en paix et je te veux la paix. Et pour moi, ça signifie déjà beaucoup. Ça vient avec un bagage narratif très différent de ce que l'on reçoit tous les jours. Et j'espère que de tout mon cœur, ceux qui sont en train de l'utiliser ont le temps de pouvoir l'expliquer à ceux qu'ils rencontrent. Parce que je n'aurai pas besoin de parler à 100 personnes, mais je peux parler à Moïse. Moïse va parler à Fanny. Fanny va parler à quelqu'un d'autre. Et au finish, on aura quand même des gens qui sont sensibilisés d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas que Hilaire. Vous êtes en train de le faire, vous faites votre part. Il fait sa part, il fait sa part. Et c'est exactement le travail qu'on est en train de faire. Et on est liés, qu'on le veut ou pas. Voilà. Dernière question. Ouais, bien sûr. Peut-être pour finir. C'était quel genre de personnes vous encadrez, la catégorie des gens que vous encadrez? Alors, j'encadre des personnes qui sont en besoin. Il n'y a pas de catégorie à proprement parler. Avant, j'étais que avec les jeunes. Mais après, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de besoins avec des adultes, avec des personnes parfois du 3e âge, et qui voudraient travailler sur leur capacité en communication, qui voudraient comprendre en fait la communication, parce qu'il n'y a pas que l'art de parler en public, il y a aussi, quand j'ai parlé de l'algorithme de la communication, c'est arriver à comprendre certaines choses qui expliquent certains comportements humains et qui nous empêchent de trop nous en faire pour certaines choses, mais de comprendre et faire la paix avec nous-mêmes. Et ça ne concerne pas que des jeunes, ça concerne ceux qui ressentent le besoin d'apprendre la communication, puisque qu'on le veut ou pas, il y a l'ingénieur qui est là. La communication, c'est la vie. La plupart de mes amis sont ingénieurs civils pour être précis, et quand ils me posent cette question, ils me disent: mais chez nous on n'a pas de communication. J'ai dit: le simple fait pour vous d'être avec des matériaux, ça vous donne une certaine communication, ça vous donne des messages au quotidien. Et donc partout, tout est communication, tout. On ne peut pas ne pas parler de la communication, en tout, pour tout et partout. C'est question maintenant de comprendre comment cela se passe et de comprendre le contexte de votre communication pour savoir, voilà, c'est comme ça que je lui prends. J'avais une dernière question. Les obstacles que vous rencontrez dans ces métiers, Monsieur Hilaire, et comment vous arrivez à les surmonter? Il y a d'abord plus de demandes qu'on ne sait pas couvrir nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui sollicitent des accompagnements, mais sur le plan temps, on ne sait pas avoir des programmes. Personnellement, je ne sais pas prendre plus de 2 personnes par semaine pour accompagner. Du coup, ça fait qu'il y a vraiment un besoin vraiment intense. Du coup, on a l'impression de ne pas avoir le temps pour les autres pendant qu'ils sont également en besoin. Je crois qu'il y a aussi un obstacle beaucoup plus lié au contenu. Ça nécessite beaucoup plus de temps en train d'apprendre des autres. Comme j'ai dit, quand il était en train de me présenter, Monsieur Moïse, merci, il est revenu sur le fait que je suis convaincu que l'on apprend tous les jours et j'apprends tous les jours. Et donc, ça nécessite beaucoup de boulot
que parfois on s'y perd. On a l'impression de ne pas avoir le temps pour soi, mais on est en train d'apprendre pour les autres. Et à part cela, je crois que tout le reste, c'est des petites difficultés. Tout le jour, on essaie d'apprendre, de s'améliorer et de grandir avec le challenge. Ah, d'accord. Et quelque part, vous avez dit que vous n'êtes pas motivateur. Vous n'êtes pas motivateur? Non. Mais il y a les gens qui vous appellent pour être motivés et tout. Non. Ah non. Ah, d'accord. Voilà. Pour être motivé. La motivation, déjà, elle n'est pas extérieure. Ouais. La motivation, elle est intérieure. D'accord. Et la motivation, c'est la raison pour laquelle on voudrait faire quelque chose. Je ne vais pas faire quelque chose puisque tel m'a parlé. Non, non. Je ne peux pas faire quelque chose puisque tel m'a parlé ou c'est pas j'ai entendu quelque chose, je vais copier. Bien sûr, j'aurais l'impression d'être motivé, mais je ne serai pas motivé. Il faudrait que je prenne sur moi-même, que j'arrive à faire une méditation et que je me donne des raisons d'agir. Et c'est cela que l'on va appeler motivation. Et donc, je ne suis pas motivateur. D'accord. Non, non. Je suis conférencier. Très bon, on va partager avec vous. On voulait peut-être aller au même là, mais voilà, on a pris plus de 35 minutes. On pensait qu'elles vont prendre que 20 minutes. Vraiment, c'est un plaisir. Moïse, il y a quelque chose. Je voulais qu'on finisse par cette conférence en ligne que M. Hilaire organise avec le thème l'art d'être soi, les clés pour s'assumer pleinement. D'abord, deux questions vite fait. Pourquoi en ligne et voilà, pourquoi maintenant l'art d'être soi? Alors, merci. Pourquoi en ligne? Puisque le public, notre communauté, elle n'est pas que de Goma. Elle est un peu diversifiée, elle est dans plusieurs villes. Et on ne sait pas tout de suite organiser un événement en présentiel pouvant permettre à toute la communauté, notre communauté, de pouvoir être là. Du coup, c'est la raison pour laquelle nous voulons que ce soit en ligne. Et nous voulons que ce soit un moment où on essaye de vraiment donner les clés et donner l'importance de l'art d'être soi. Comprendre que c'est important, et très important même, d'être soi-même et de pouvoir maîtriser le projet sur lequel on travaille nous-mêmes. Et après, pourquoi maintenant? C'est puisque de plus en plus, on ressent le besoin de la part de ceux qui viennent vers nous, notamment qui nécessitent des accompagnements, sollicitent des accompagnements dans ce sens, après notamment que nous avons posté cette vidéo sur l'art d'être soi sur notre chaîne YouTube. Il y en a qui sont revenus pour demander un accompagnement dans ce sens, et à un certain moment on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui le souhaitaient. Alors on se dit la meilleure façon de pouvoir faire le tri, c'est de pouvoir faire une conférence, mais une conférence qui sera payante, mais elle n'est pratiquement pas payante, c'est presque gratuit en fait. C'est à 5 $ et vous participez à la conférence en ligne et on espère que l'on pourra avoir un bel auditoire, des personnes qui se décident de pouvoir essayer d'écouter ces clés, puisque ce ne sont pas des paroles de motivation que j'ai ramassées dans des livres, j'ai ramassé sur internet. Non, c'est vraiment un fruit d'un moment intense de méditation, de réflexion, où j'essaie de comprendre moi-même les erreurs que j'ai eu à commettre dans ma vie, que peut-être je ne pourrais pas commettre si j'avais eu le temps d'essayer de me comprendre moi-même. Quelles sont mes motivations et donc quels sont les choix que je devrais faire. Peut-être qu'il y a certains choix que je ne pouvais pas faire dans ma vie, mais que j'ai fait puisque je ne comprenais pas en fait ce qu'étaient mes motivations profondes. Voilà pourquoi on a prévu cette conférence, mais aussi c'est en prélude de la sortie du livre sur l'art d'être soi. Ah, d'accord. Voilà. C'est un plaisir de partager ce petit moment avec nous. On va clamer encore pour Hilaire Maché de partager le moment avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour la suite.